Merci Alexis, merci à vous tous d'être venus assez nombreux pour cette conférence. Sans plus attendre, donc je vais introduire le propos. Depuis la Grèce dite présocratique, il existe une vieille querelle qui opposa le philosophe Héraclite au philosophe Parménide. Le philosophe Héraclite, bien connu pour sa formule on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, donc ce à quoi Parménide lui répondait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, oui, mais toujours, c'est toujours dans la même source. Et des sentences d'Héraclite, et plus précisément de ces 126 fragments, nous est restée l'idée, la représentation d'un monde fluide, animé par un jeu de forces contraires et porté à se transformer perpétuellement et chaotiquement. Et la formule pouvait prêter à sourire dans un monde comme celui de l'Antiquité, qui finalement est un monde assez solide, dans le sens où les principales routes de déplacement des hommes se trouvaient sur des espaces dits solides, à savoir la terre, les routes pédestres, puisque les principaux navires de l'époque étaient des bateaux principalement de cabotage, qui cheminaient près des côtes, mais qui n'étaient, la plupart du temps, que peu équipés pour le grand large. Et surtout, les réseaux, les routes apparaissaient comme finalement plus importants que les lieux en eux-mêmes. C'est souvent l'exemple de la cité de Delphes, hein, où se trouvait l'oracle de Delphes. Et ben, l'idée d'aller dans la cité de Delphes, le lieu en lui-même apparaissait comme plus important que les routes qui menaient à la cité de Delphes. Et pourtant, comme le fait remarquer l'intellectuel israélien Yuval Noah Harari dans son ouvrage Nexus, sous-titré Une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'avènement de l'intelligence artificielle, les réseaux ont gagné en importance progressivement. Ça a d'abord commencé avec les routes maritimes, donc là on pense aux grandes découvertes, la Renaissance, les transformations des navires de transport de marchandises. Puis cela s'est poursuivi avec d'autres réseaux d'information cette fois, le numérique, le cyberespace aujourd'hui, jusqu'à l'intelligence artificielle, constituant de nouveaux biotopes, de nouveaux espaces beaucoup plus fluides et renouant peut-être avec les sentences d'Héraclite d'un monde en perpétuelle transformation. Et donc, pour parler de tous ces sujets-là, nous sommes très heureux de recevoir monsieur Laurent Henninger. Donc, Laurent Henninger, vous êtes historien militaire de formation. Vous fûtes chargé d'études pour la revue Défense nationale, ça a été rappelé. Et vous êtes par ailleurs membre du comité de rédaction du magazine Guerre et Histoire, hein, on serait trop recommandé, ainsi que de la prestigieuse revue également Perspective. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire militaire et stratégique, mais également tactique et opérationnelle, sur à peu près toutes les grandes périodes de l'histoire de l'humanité, depuis l'âge de bronze jusqu'à nos jours. Vous êtes intéressé aux révolutions militaires, soit au changement complet de l'art de la guerre, puisque, comme vous le dites souvent, et on va peut-être y revenir, il y a un art de la guerre. Et des révolutions militaires, comme par exemple, on pourrait citer la réforme politique en Grèce ancienne, ou bien l'émergence de l'infanterie lors de la guerre de Cent Ans, ou bien l'éruption des armes à feu pendant la Renaissance, et les métamorphoses anthropologiques, plus que ces dernières eurent sur le rapport des hommes à la guerre, au combat, au courage, etc., etc. Et vous réhabilitez de facto, ça a également été rappelé, un peu l'histoire de bataille, qui a connu un effondrement au XXe siècle, face à la progression du courant historiographique de l'école des annales. Et vous la réhabilitez, cette histoire de bataille, aux nouvelles histoires militaires, au travers de l'étude de débats historiographiques étrangers, majoritairement anglo-saxons, à condition de la croiser, cette nouvelle histoire militaire, avec l'ensemble des sciences sociales, et pas uniquement sous l'angle purement événementiel, montrant ainsi que l'histoire militaire peut ouvrir à des perspectives nouvelles et finalement insoupçonnées. Alors rapidement, parmi les ouvrages qui vous ont beaucoup influencé, on peut citer entre autres John Keegan et son Anatomie de la bataille, qui restituait les grandes batailles de l'histoire anglaise, alors, pas citer tous, mais Azincourt, Waterloo, la Somme, etc. Et non d'un point de vue, je dirais, d'en haut, mais d'un point de vue plutôt d'en bas, c'est-à-dire pas l'état-major, mais les hommes, des troupes, en fait. Et d'ailleurs, notons pour les spectateurs qui seraient intéressés par tous ces sujets qu'on évoque beaucoup, là j'évoque beaucoup les grands conflits depuis l'âge de bronze jusqu'à aujourd'hui. Et je ne saurais me trop vous recommander un ouvrage paru récemment intitulé Casus Belli, justement, et ce que c'est titré La guerre avant l'État, de Christophe Damangin à l'acquisition des découvertes, qui est un livre très techniquement très intéressant. Et toujours est-il que si nous avons sollicité vos connaissances et votre expertise ce soir, c'est pour réfléchir autour d'un concept que vous avez forgé et qui a progressivement pris une importance considérable dans vos travaux et dans vos recherches, c'est le concept d'espace fluide. Et pour forger ce concept, vous avez été beaucoup influencé par votre lecture à la fin des années 90 de l'ouvrage de Philippe Forget et Gilles Polycarpe, Le réseau et l'infini, hein, qui fait référence au zéro et l'infini d'Arthur Cluster. Et c'est ça qui vous a amené, donc en octobre 2012,
a rédigé pour la revue Défense nationale, le RDN numéro 753, un avant-propos intitulé Espace fluide et espace solide, nouvelle réalité stratégique, où vous définissez ces espaces fluides justement, et vous montrez un peu, toujours à la manière du même Philippe Forget, qui avait écrit aux éditions Perspective Libre, puissance stratégique et réseau technique, qu'il existe un lien entre la puissance d'une nation et sa capacité à investir justement ses espaces fluides. Et donc, après cette longue introduction, la question sera donc la suivante, elle sera double. Est-ce que vous pouvez déjà, d'une part, revenir sur la définition de ces espaces fluides et sur leur opposition aux espaces solides? Et ensuite, est-ce que vous pouvez revenir sur ce grand moment que vous connaissez bien, où les réseaux et où les espaces fluides gagnent considérablement d'importance, c'est-à-dire à la Renaissance? Alors, non seulement parler des réseaux pendant la Renaissance, les réseaux bancaires, les réseaux d'espionnage, les monastères, tout ça, mais aussi revenir sur cette période en tant que telle qui nous a beaucoup intéressés, qui vous fascine, puisque elle constitue une rupture, en évolution de l'art de la guerre, un petit peu également revenir là-dessus, voilà, pour ce point de vue. Je vous remercie. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Donc, alors, 2 petits points en préalable. Attention, les réseaux, c'est une chose. La dialectique espace fluide, espace solide, c'est une autre chose. Je vais y revenir parce trop souvent, les gens confondent espace fluide et réseau. Non, il peut y avoir des réseaux. Imaginez un monde où il n'y a pas du tout de rivière, ni de mer, ni d'océan, ni de rien. Il peut y avoir des réseaux, hein. Réseau d'amitié, réseau de chemin de fer, de téléphone, il n'y a pas forcément besoin d'eau, hein. Réseau de route, il n'y a pas besoin d'eau forcément. Donc alors bien sûr, au fur et à mesure qu'on creuse ces questions, on rencontre les réseaux en permanence. Et je vais y revenir, bien sûr. Je vais expliquer quel est le lien fort entre le réseau et les espaces fluides, parce qu'il y en a un quand même. Ça, il faut bien le garder présent à l'esprit. Deuxièmement, c'est vrai que mon article en octobre 2012 dans la RDN était un article qu'on peut qualifier prétentieusement de séminal, parce que c'est vrai que j'ai été le premier à faire cette distinction, à utiliser ces adjectifs-là, fluide et solide. Mais je me suis aperçu, alors que j'étais déjà lancé dans cette réflexion, etc., quelques années avant, hein, 2012, mais je me suis aperçu qu'en fait, mon idée, elle était déjà dans l'air du temps. C'est-à-dire, et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand il y a des grandes découvertes, des grands trucs, c'est déjà dans l'air du temps, hein. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de philosophes qui, depuis une vingtaine d'années, facilement, travaillaient sur ces questions-là. Je m'étais aperçu que le philosophe français Gilles Deleuze avait consacré au moins un chapitre dans son bouquin, j'ai oublié lequel, Mille plateaux, à ce qu'il appelle la différence entre les espaces striés et les espaces, j'ai oublié, enfin bon, que d'autres, des philosophes, notamment un anglo-polonais, là aussi, fatigue et l'âge me font de plus en plus oublier les noms, mais que lui parlait d'univers liquide. Donc, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Mais j'ai préféré employer le mot fluide plutôt que liquide, parce que fluide est beaucoup plus vaste. C'est plus flou, c'est le cas de le dire, mais c'est aussi plus vaste, parce que c'est pas seulement l'eau. Alors, les espaces solides, c'est très simple pour définir. C'est la Terre. C'est là où on vit. Et l'être humain, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de branchies, n'a pas de nageoires, n'a pas d'ailes, n'est pas télépathe, etc., etc., hein. Alors, ça viendra peut-être, hein, il y a suffisamment d'histoires de bandes dessinées de super-héros qui nous montrent les trucs qui vont dans cette direction. C'est sans doute par hasard d'ailleurs. Il faut toujours essayer, quand on veut étudier une civilisation, il faut toujours étudier aussi son pendant culture populaire. C'est toujours très important. C'est un petit truc que je vous donne, hein, au passage. La culture d'une civilisation, c'est pas uniquement les grands penseurs, les grands ceci, les grands cela. Bien sûr que ça compte, mais la culture populaire d'une civilisation compte énormément. Le cinéma américain, depuis les années 20, y compris les films de série Z prime les plus navets, disent des choses sur une culture, vous voyez? C'est pas uniquement les grands films. Donc, les espaces solides, c'est ça. Parce que effectivement, l'homme est un animal terrestre, quoi qu'on en dise. Et justement, si on veut aller sur les espaces fluides, on a besoin de ce que j'appelle une prothèse technique, qui relève de l'univers de la technique, qui est produite par l'univers de la technique. Que ce soit un avion, un ordinateur, un kayak, une barque, même, ou éventuellement un tronc d'arbre,
Bon, là, c'est moyennement la technique, mais un scaphandre de plongée, une soucoupe volante, ce que vous voulez. On a besoin d'une prothèse. On peut pas y aller tout seul. Alors on peut y aller, on peut nager, nu, dans la mer sur, quelques dizaines, une centaine de mètres et tout ça, d'accord, mais on peut pas y rester. Vous voyez? Il y a pas de permanence. Donc voilà, ça c'est cette idée des espaces solides, elle est simplissime à comprendre, mais il faut bien quand même réfléchir à ce que ça implique, bon, là aussi je suis partisan, quand même d'une pensée pour le coup, matérialiste, c'est-à-dire que matérialiste au sens philosophique du terme, hein, et qui est une école de pensée très vaste, hein, parce que tout le monde, quand on dit matérialiste, tout le monde pense automatiquement matérialisme historique et à Marx. C'est vrai que la pensée de Marx sur ces questions, elle est une des plus importantes, des plus solides, c'est qu'à le dire qui soit aussi. Mais il y a pas que lui, hein, c'est pas une religion non plus, hein. Il y a des philosophes matérialistes dès l'Antiquité grecque, hein, puisque on les évoquait il y a un instant. Il y en a eu au Moyen Âge, y compris au sein de la chrétienté, sur les marges, hein, dans la chrétienté. Ils n'étaient pas toujours en odeur de sainteté, c'est bien de dire, près du Vatican. Mais bon, ils existent. Et cette idée d'ancrage dans le sol, parce que les lois de la gravité sont ce qu'elles sont, et qu'on vit sur Terre, malgré tout. Même si on aime faire de la voile, même si on aime faire du parapente, etc., etc., on est quand même des êtres des espaces solides. D'ailleurs, puisqu'on parlait de culture populaire il y a un instant, je remarque que c'est pas un hasard non plus. Vous allez voir que je fais souvent des petites incises de ce genre, mais c'est pas un hasard si depuis, on va dire, les années 60 et surtout 70, il y a de plus en plus de sports qui ont de plus en plus de succès dans les jeunes générations des pays occidentaux, qui sont des sports liés à la glisse, comme on dit. Alors effectivement, il y a le ski, il y a le skateboard, il y a le surf, il y a tous ces trucs-là. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on dit surfer sur le net. Bon, et cette idée de glisse, quelque part, ça amène, hein, quand on réfléchit en termes d'anthropologie culturelle, ça amène à ces idées d'espace fluide, parce que la glisse, c'est justement s'affranchir, même si on s'affranchit pas de la gravité, en tout cas pas totalement, on s'affranchit du frottement, de ce que Clausewitz appelait la friction du sol. Donc c'est cette idée de glisse là aussi. Alors je pense pas qu'il y ait, bien sûr que non, il faut pas le penser de façon complotiste. Il n'y a pas un état-major secret dans le monde qui a décidé on va lancer les sports de glisse pour que la jeunesse soit totalement soumise à nos fantasmes, etc. Non, bien sûr que non. Des choses qui se font toutes seules souvent, hein. L'air du temps, c'est aussi ça, hein. C'est ce que les philosophes allemands appellent le Zeitgeist d'une époque, c'est-à-dire l'esprit d'un temps, l'esprit du temps. Et puis les espaces, et c'est là où j'interviens avec mon adjectif fluide, c'est pas uniquement les espaces d'eau, alors il y a les rivières, les océans, les mers, etc. C'est également l'air dans lequel volent les avions et les oiseaux. C'est également l'espace extra-atmosphérique. L'espace extra-atmosphérique, d'ailleurs, je veux dire, là encore, culture populaire, c'est pas hasard si dans la littérature et les films de ce genre qui naît au 19e siècle, avec la révolution industrielle, là encore, il n'y a pas de hasard, qui s'appelle la science-fiction, enfin à l'époque on appelait ça l'anticipation, le roman d'anticipation, parle de flottes spatiales qui sont dirigées par des amiraux, par hasard. Alors que maintenant, comme par hasard, ce sont les armées de l'air qui ont mis le grappin dessus dans le cadre de la lutte souvent âpre que les armées de l'air mènent dans le cadre des conflits bureaucratiques entre services, hein. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour dire au passage, ça va, il n'y a pas un représentant d'état-major ici, mais moi, au départ, le fond du fond, je vais vous faire une révélation, le fond du fond de ma pensée quand je me suis mis à travailler, à réfléchir sur ces questions-là, alors c'était parce que des gens d'armée de l'air m'avaient demandé de réfléchir, c'était des gens d'état-major d'à côté, hein, du Centre d'études supérieures aériennes, qui m'avaient demandé de réfléchir avec eux, de brainstormer sur l'origine des armées de l'air etc. Et moi, je me suis aperçu, alors moi, j'étais un jeune chercheur naïf et plein de bonne volonté. Bah oui, d'accord, volontiers, etc.
Puis je discute avec eux et plus ça va, plus je les entends me parler, me faire en quelque sorte le cahier des charges de leurs réflexions. Je me dis: «Mais pourquoi ils sont aussi mal dans leur peau?» Je me sentais quasiment dans un rôle de psychanalyste. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi mal dans leur peau? Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix, mais de façon fébrile et presque pathétique et je c'est un enfant qu'on a envie de prendre dans ses bras et de consoler. Ben, je dis: «Tout va bien, t'inquiète pas, quoi, oui, mais l'armée de l'air, c'est important, ça sert à quelque chose, hein, les avions. Oui, mais il faut le trouver, hein». Bon, et au bout d'un moment, j'ai compris. C'est parce qu'effectivement, moi, je pense que la notion d'armée de l'air indépendante est une absurdité. Je pense non seulement que c'est une absurdité, mais je pense que c'est un tour de passe-passe, une escroquerie. On a créé les armées de l'air alors en 1918. C'est les premiers, les Britanniques, la RAF. En 1933, l'armée de l'air française, etc., etc. Mais quand on cherche bien, mais là, je vous la fais rapide, hein, parce que ça serait une conférence en soi. Mais à mon avis, dans un lieu tenu secret et clandestin, parce que on pourra avoir des ennuis, moi et vous aussi. Mais par exemple, les Américains, c'est 1947, l'US Air Force indépendante. Et ça a produit une crise politique l'année 47 aux États-Unis, une crise politique au Pentagone qui a été gigantesque. Il y a un secrétaire d'État à la marine qui s'est suicidé, il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des amiraux, enfin ça a été des crises politiques gravissimes, hein, la création de l'armée de l'air, gravissime. Mais en fait, étant donné que ce sont deux armées qui ont vocation à agir dans les espaces fluides, il n'y a aucune raison de les séparer, aucune. Ça veut dire qu'on a créé les armées de l'air, donc des budgets énormes, des bureaucraties énormes, des traditions, des ceci, des cela, sur la base d'une seule chose, un objet technique, l'avion. Mais je suis désolé, on ne crée pas une armée avec tout ce que ça implique de bureaucratie, de doctrine, de réflexion stratégie, de budget, etc., uniquement sur la base d'un objet technique, aussi important soit-il. Parce qu'un objet technique, seul, c'est un gadget, vous voyez. La technique et tout objet technique doit être pensé de façon globale, c'est-à-dire de façon y compris politique et sociale et économique, je dirais plutôt, même surtout politique et sociale, en incluant l'aspect culturel, mais culturel au sens justement de l'anthropologie, pas au sens ministère de la Culture, rue de Valois, Jack Lang. Hein. Ça, c'est une vision extrêmement restreinte de la culture. Et de même que je pense que du coup, bah, l'armée de terre, les armées de terre devraient avoir leur propre arme aérienne qui s'appellerait, dans ce cas, de même qu'on a la cavalerie, les blindés, l'infanterie, l'artillerie, elles auraient l'aviation, qui serait avec des hélicoptères et des avions à court rayon d'action, de préférence des avions pas beaux, souvent comme une sale gueule, un peu comme les A-10 américains, qui sont pour moi le type même d'avion qu'on n'arrête pas. Excusez-moi de vous déranger, c'est vous l'organisateur de l'événement? Parce qu'il y a pas encore de l'utilisation. Excusez-moi, déjà. Vous voyez, ça commence déjà. Non, l'armée d'air avait mis des micros dans le... Peut-être on vient poster sur la Renaissance. Oui, oui, mais je vais y venir. Je vais y venir. Enfin bon, c'est comme par hasard, l'armée d'air américaine actuellement cherche à se débarrasser des A-10 parce que ça ne rentre pas dans son schéma mental, en fait, les sept, vous voyez. Bon, mais c'était l'une de mes... ça a été l'un des points de départ, vraiment, de toute ma réflexion sur cette question-là. Du coup, je me suis mis à penser de façon globale sur la notion de fluidité. C'est ça. Alors, maintenant, quand je parle d'espace fluide, espace solide, il ne faut pas non plus être dogmatique. Il ne faut pas non plus être psychorigide. Il faut être souple. Parce qu'il y a des espaces solides. Bon, là, on y est, par exemple. Il y a des espaces réellement fluides, totalement. Vous êtes au milieu de l'Atlantique, vous êtes dans un espace fluide. Mais il y a aussi, imaginez un curseur entre les deux points extrêmes. Vous baladez ce curseur, et il y a tout un tas d'espaces intermédiaires. Un archipel, un delta du Mississippi, delta du Nil, delta du Rhône, etc., delta du Gange. Le Bangladesh, c'est quasiment un immense marécage. Vous voyez, il y a tout un tas d'espaces qui sont tout ce qu'on appelle l'archipel de Stockholm, tout le long de la côte suédoise. C'est avec des petits îlots rocheux partout, tout le long, etc. Et où il y a une infanterie spécialisée dans l'armée suédoise qui est spécialisée pour combattre là. Et c'est des fantassins qui ont au lieu d'être transportés dans des VTT, des véhicules, vous savez, chenillés de transport de troupes, ils circulent dans des bateaux à fond quasiment plat, qui se baladent entre les rochers, etc. Et les types sont capables de
Comme on dit dans l'armée de terre, bon, on va poser un bouchon anti-char là, à la sortie des trucs pour empêcher les chars de passer là. Bon, alors on va mettre des gars derrière un sac de sable avec un missile anti-char, etc., etc. Eh bien, ils font la même chose, ils peuvent mettre des bouchons anti-char entre deux îlots pour empêcher les... Bon, voilà. Donc, la banquise, ben, c'est un espace fluide ou un espace solide? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Alors, c'est sûr qu'au plus fort de l'hiver, c'est un espace solide, mais c'est un espace solide qu'on peut craquer quand même. Le désert, prenez le Sahara ou des déserts comme ça, parce que les déserts de rocaille, ça, c'est réellement des espaces fluides parce qu'il y a des endroits où se repérer, il y a des trucs. Mais quand c'est un désert de sable avec des dunes qui changent tout le temps, bon. Alors, on m'a rappelé que les Touaregs, les nomades qui vivent dans ces déserts, eux, savent très bien se repérer. Parce qu'ils reconnaissent les différentes dunes, ils savent quand elles bougent, quand elles se déplacent, etc., etc. Oui, soit. Il n'empêche que c'est pas un hasard si ces peuples nomades du désert du Sahara ou de l'Arabie ont été très vite, c'était des peuples au niveau de la technique et de toutes les autres connaissances qui étaient assez primitifs malgré tout, ben là, dans ce domaine-là, ils ont très vite développé des connaissances en astronomie pour se repérer sur les étoiles, comme des marins, vous voyez. Donc, il y a des points communs. Il y a aussi tout un tas d'espaces qui sont un peu les deux à la fois. Ça, faut pas l'oublier. Alors, effectivement, ne vous inquiétez pas, j'arrive à la Renaissance. La notion de réseau, elle existe depuis la nuit des temps. Les nomades, les populations préhistoriques de chasseurs-cueilleurs avaient vraisemblablement des embryons de réseau. Ils pouvaient connaître à peu près certaines personnes ou certains territoires d'une autre tribu, d'une autre bande. Ils pouvaient connaître plus ou moins bien un territoire sur lequel ils nomadisaient parce qu'ils ne nomadisaient pas en dehors. Pas toujours, mais des fois. Ils commençaient un petit peu à se repérer aux étoiles aussi. J'avais tout un tas de moyens aussi pour se repérer un petit peu, mais puis souvent ils suivaient, parce qu'ils les connaissaient, les chemins de migration des troupeaux, ce qui est un réseau de fait. Donc déjà ça existe. C'est vrai que dans l'Antiquité plus classique, alors vous avez parlé tout à l'heure de la Grèce, vous avez raison, mais quand on parle de la Grèce et de Rome pour l'Antiquité, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est la fin de l'Antiquité. La fin. Il y a eu toute une antiquité avant la Grèce et Rome qui remonte beaucoup plus loin. Nous, par exemple, aujourd'hui, en 2026, on est plus proche chronologiquement de Rome et de Jules César, qui est au milieu, grosso modo, de la chronologie romaine. On est plus proche chronologiquement de Jules César que Jules César ne l'était des constructeurs des pyramides. C'est aussi ça, penser l'histoire, hein, puisque vous vouliez aborder cette question tout à l'heure. Il faut aussi la mettre en perspective, l'histoire est en perspective. Et j'emploie le mot perspective exactement comme un peintre ou un dessinateur utilise la perspective pour dessiner ou reproduire quelque chose. Hein. Donc voilà, mais effectivement, l'exemple qui n'est pas moi d'ailleurs, que j'ai trouvé dans le bouquin de Forget. Alors Philippe Forget, je vous dis tout de suite, hein, c'est un philosophe qui a fait des bouquins, selon moi, absolument géniaux sur plein de domaines différents, mais qui a, il faut le savoir parce que ça n'existe plus aujourd'hui, plus beaucoup, c'est un philosophe qui a un style littéraire qui est très baroque. Et les gens qui ne l'aiment pas disent ampoulé. Moi, je trouve ça très baroque. J'aime bien pour ma part, j'aime bien ce style, y compris pour la philosophie. La philosophie, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de sec, austère et disons-le, chiant. Mais du coup, c'est un premier obstacle pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout ce genre d'écriture et ils essayent 2 phrases et déjà, ils ont une sorte de réflexe naturel, même pas pensé. Et puis, deuxièmement, c'est des phrases souvent, des idées difficiles et complexes. Moi, quand je lis du Forget, je lui reprends plusieurs fois pour lire la moindre phrase ou le moindre paragraphe. Puis avant de commencer à lire, je m'assure d'avoir peu d'aspirine à fond. J'exagère, mais pas loin. Donc c'est difficile. Mais si vous réussissez à vous faire violence et à rentrer dans les bouquins de Forget, quel qu'en soit le thème d'ailleurs, vraiment ça vaut le coup. Je vous incite et je fais de la pub, même si par ailleurs au niveau personnel en ce moment on s'engueule. Mais pour des raisons perso qui n'ont rien à voir. Mais au niveau intellectuel, je vous le dis, c'est vraiment important. Et notamment son bouquin, le réseau et l'infini, mais il en a écrit d'autres. Il en a fait une sorte de synthèse aux éditions Perspectives Libres, un bouquin un peu plus petit dont j'ai oublié le nom, mais si vous allez sur le site des éditions Perspectives Libres ou du site Aristote, vous pourrez le retrouver facilement. Il explique bien
qu'effectivement, dans l'Antiquité grecque, par exemple, vous aviez Delphes, qui était la ville où il y avait le sanctuaire sacré de tous les peuples grecs, qui parlaient des dialectes différents, qui avaient des coutumes légèrement différentes les uns des autres, etc., etc. Mais ils avaient tous ce point commun, c'était Delphes, c'est notre centre sacré, c'est notre lieu sacré. Bon, pour aller à Delphes, où ils allaient de temps en temps en pèlerinage et tout ça, il y avait des routes, mais une route n'avait pas elle n'avait aucune importance. Si, elles avaient une importance utilitaire, bien sûr, mais sans plus. C'était Delphes qui était. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir. Ça se fait pas d'un seul coup non plus. Hein, c'est pas, ça se fait pas en 1501, le 1er janvier, à 2 heures du matin. C'est qu'à partir du 16e, 17e, 18e siècle, on voit peu à peu les réseaux, c'est-à-dire les routes qui mènent à Delphes, pour aller vite, acquérir de plus en plus d'importance, y compris d'importance symbolique, et quelquefois acquérir même plus d'importance que les lieux en tant que tels auxquels ils mènent. Et là, il y a un retournement tout à la fois anthropologique et philosophique de la culture occidentale qui s'est fait de fait. Et la Renaissance, enfin, alors ce qu'on appelle la Renaissance, hein, alors déjà par exemple pour les Italiens, c'est ce que nous on appelle le 15e siècle, mais qu'eux appellent le Quattrocento, c'est-à-dire le 14e. C'est bah oui, 1400 et des brouettes, ben c'est au début du siècle. C'est, pour vous situer grossièrement, c'est Jeanne d'Arc, la fin de la guerre de 100 ans, ensuite Louis XI, les guerres entre Louis XI et les ducs de Bourgogne, etc. Bon. Et puis à l'extrême fin du XVe siècle, c'est la découverte de l'Amérique. C'est la prise du dernier point d'implantation musulman en Espagne, hein, la chute du califat de Cordoue en 1494, 2 ans après Christophe Colomb. Et puis en 14... Parce qu'en fait, dans l'école historiographique française, bon, les universitaires, ce sont des emmerdeurs, mais bon, en même temps, ils ne peuvent pas échapper à ça. Ils ont besoin de dates précises pour déterminer le passage, la fin d'une époque et le commencement d'une autre. Or, dans la réalité, ça ne marche jamais comme ça, hein, bien évidemment. Mais bon, pour des commodités pratiques, c'est parfaitement compréhensible. Alors, on hésite entre 1492 et 1494, découverte de l'Amérique, chute du califat de l'émirat de Cordoue, mais également 1453, parce que 1453, c'est à la fois la fin de la guerre de 100 ans et la prise de Constantinople par Ictus. C'est quand même, ça fait, bon, on va dire sur la deuxième moitié du XVe siècle, c'est quand même encadré par un certain nombre d'événements qui ont une portée très vaste. Et en France, ça apparaît, alors déjà, il y a des éléments qu'on peut percevoir quand on étudie précisément, en tant qu'historien, quand on étudie sérieusement le XVe siècle, on peut trouver des choses. Mais là où ça paraît en pleine lumière, où c'est visible pour tout le monde, c'est dans la première moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire quand les rois de France reviennent, et les armées françaises reviennent des guerres d'Italie avec... ils en ont pris plein les yeux. L'architecture, l'art, les tableaux, etc., y compris la mode d'ailleurs, la pensée, les ingénieurs italiens, tout, ils en reviennent. Oh, bon, c'est un choc, hein, notamment pour François Ier, qui revient avec dans ses bagages Léonard de Vinci. Excusez du peu, c'est un beau butin quand même. Et là, ça commence. Et en fait, pour être juste, tout en rentrant pas trop dans les détails non plus, en fait, plutôt que Renaissance, même si je vais y revenir, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle dans l'école historiographique française les temps modernes. Les temps modernes dans l'école académique française, c'est 16e, 17e, 18e siècle. C'est de la fin du Moyen-Âge jusqu'à, alors là encore, soit 1789, le début de la Révolution française, soit 1815, la chute du Premier Empire. Et vous voyez à peu près l'espace temporel que ça concerne. Hein. Ça s'appelle chez nous les temps modernes. C'est pas aujourd'hui les temps modernes. Depuis 1815, dans l'école historiographique française, on appelle ça l'époque contemporaine. Alors sachez par contre que dans l'école historiographique anglo-saxonne, qui est très importante, hein, 80% des bouquins que je lis, de fait, sont en anglais. Modern era, l'ère moderne, c'est aujourd'hui, c'est l'époque contemporaine. Et ce que nous, on appelle les temps modernes, l'époque moderne, pour eux, c'est early modern, la modernité précoce. Je ferme la parenthèse, mais c'est des trucs à savoir, parce que les ancrages, hein, du coup, dans le solide, c'est aussi important. C'est les temps modernes. Alors, la Renaissance, à l'intérieur de ces temps modernes, la première partie, c'est-à-dire la Renaissance, du coup, est importante parce que c'est là que tout s'ouvre.
que les barrières un peu trop figées, etc., du Moyen-Âge commencent à voler en éclats. Même si le Moyen-Âge avait, attention, hein, qu'on ne m'accuse pas, si on ne fasse pas de faux procès, je ne suis pas en train de de reprendre ce qu'on a appelé au 19e et même au partir du 20e siècle la légende noire du Moyen-Âge. C'est pas du tout mon objet, parce que le Moyen-Âge a aussi été une période magnifique et qui a produit des horreurs, mais il n'a pas produit que ça. Et puis des horreurs, à la limite, toutes les époques en ont produit. Donc, distinguer le Moyen-Âge plus qu'autre chose là-dedans, non. Mais même dans le domaine de la pensée, il y a tout un tas de penseurs du Moyen-Âge qui ont commencé à réfléchir à toutes ces questions. Et un penseur au Moyen-Âge, c'est forcément un clerc, hein. C'est forcément un homme d'église, hein, dans ce que... Mais il y a une philosophie à la Renaissance qui redécouvre les philosophes de l'Antiquité, même s'ils n'ont jamais été oubliés totalement, mais on les redécouvre pleinement. Ne serait-ce que pour une raison toute bête, avec la chute de Constantinople, il y a beaucoup de grands penseurs byzantins qui se sont sauvés en emportant avec eux le maximum de bouquins qu'ils pouvaient, et qui sont allés se réfugier où? En Italie. C'est pour ça qu'il y a un apport byzantin qui déferle chez nous à cette époque-là, et énorme dans tous les domaines, hein. Parce que Byzance avait été un conservatoire, de fait, pendant des siècles. Un conservatoire de la grandeur et de la culture romaine, proprement dit, forcément, puisque eux-mêmes se considéraient pas comme byzantins, hein. Ils se considéraient toujours comme romains, même s'ils parlaient en grec. C'est compliqué, l'histoire. Mais dans tous les domaines, j'ai discuté une fois avec un historien spécialiste d'histoire économique qui me disait au passage, dans la discussion, tu sais, Laurent, on a découvert un truc, bon, c'était déjà il y a 20 ans qu'il disait ça, le gars, mais on a découvert il y a quelques années un truc qui est que le concept de société anonyme, ici important dans le droit des affaires et des entreprises, le concept de société anonyme est un concept inventé par les Byzantins. Donc, il y a des choses qui peuvent remonter à vraiment quand les Byzantins ont pas mal bossé dans beaucoup de domaines, y compris l'art de la guerre d'ailleurs, puisqu'il y a encore des historiens qui se demandent si, quelque part, l'invention de la poudre, c'est pas une extension de cette arme fabuleuse que possédaient les Byzantins, qu'on appelait le feu grégeois. On ne sait pas vraiment, parce qu'on n'a pas la recette du feu grégeois, elle a été vraiment perdue. Donc on a des hypothèses, on a des pistes, on a des éléments, mais rien de définitivement solide. Puis la pensée militaire byzantine, elle nous a permis aussi d'avoir des outils. Quand les ouvrages, les livres des théoriciens militaires byzantins et romains sont revenus en Occident, elle nous a permis d'avoir des livres de théorie d'emploi de l'infanterie, par exemple, ce qu'on n'avait plus en Occident. L'infanterie en Occident, alors elle existait, mais c'était une arme secondaire, d'une part, et d'autre part, même quand elle a commencé, dans les derniers siècles du Moyen-Âge, à devenir une arme de plus en plus importante, non seulement puissante, mais importante, y compris politiquement, eh ben, il fallait réinventer, il fallait bricoler. Quand on est retombé sur les manuels d'utilisation et d'organisation de l'infanterie romain que les Byzantins ont ramenés avec eux, ça a considérablement facilité le travail. Même chose pour la guerre navale, même chose pour tout un tas de choses de genre, hein, parce que l'infanterie, là aussi je pourrais en parler des heures, hein, mais c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas simplement un mec qui est hacké, on donne un bout de bois ou un flingue, hein, c'est beaucoup plus que ça, hein. Les révolutions de l'infanterie, les grandes périodes oui, la révolution de l'infanterie dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'ère civilisationnelle occidentale, ce sont des révolutions qui impliquent toujours des questions politiques et sociales. Donc, c'est pas uniquement un truc purement technique et tout ça, hein, c'est des choses de profond et d'extrêmement important d'ailleurs. Et ça, les exemples, je pourrais en débiter jusqu'à demain matin, hein. La révolution hoplitique des Grecs, c'est lié à des questions politiques et pas uniquement techniques. Même la création de la figure de l'infanterie lourde qui va donner l'hoplite et qui est en fait inventée plusieurs siècles avant par les Assyriens, c'est dans un cadre politique que ça se crée, et pas uniquement technique ni tactique. L'infanterie française, sa grande révolution, ça va être la Révolution française. Parce qu'avant, les rois de France ont un mal fou, par exemple au Moyen-Âge, à avoir une vraie bonne infanterie de qualité. Les rois de France au Moyen-Âge, ils ont une cavalerie lourde, qui est la meilleure d'Europe, parce que la féodalité française est la féodalité, et ça tous les historiens le reconnaissent maintenant, la plus chimiquement pure et la plus parfaite de toute l'Europe occidentale, qui a des qualités, mais ce qui va apporter, ce qui va poser aussi beaucoup de problèmes d'ailleurs, desquels on ne s'est jamais d'ailleurs totalement sorti. Mais ça, encore une fois, c'est d'une autre histoire.
Alors effectivement, avec l'époque moderne où on sent déjà que l'infanterie monte en puissance, les rois de France vont tenter de créer des infanteries nationales. Et ça se fait pas facilement, hein. Alors ils y arrivent tant bien que mal, mais on s'aperçoit que, alors le premier à avoir une infanterie nationale de masse, c'est Louis XIV, mais là-dedans, il y a beaucoup de mercenaires. Oui, il y a ce que sous Louis XIV on appelle la milice, qui sont des levées de citoyens, qu'on a, enfin de citoyens, le mot de sujet, qu'on arme. Elle n'est pas formidable d'un point de vue tactique. Ils sont pas nuls totalement, mais ils sont pas formidables. Bon, bref, c'est pas facile, hein, et puis de les avoir en grand nombre, parce qu'en infanterie, on en a toujours besoin en grand nombre, toujours. On n'a jamais assez d'enfants, jamais. Et en fait, c'est la Révolution française qui, par ce soulèvement d'un peuple, en tout cas dans certaines régions, va fournir une infanterie motivée qui va devenir de qualité également au point de vue professionnel et tactique, et en masse, en grand nombre, et qui va conquérir l'Europe. Puisque Napoléon va reprendre cet outil et magnifier encore. Vous êtes sur la révolution, vous parlez d'armée de terre. Est-ce que vous pouvez aussi insister sur tout ce qui est marine, et notamment peut-être les révolutions qu'ont apporté l'anglosphère, Oui. au travers notamment de... Il y a deux dates qui sont importantes, je trouve que c'est 1588, la défaite de l'armada espagnole face aux Anglais, et de 717, le côté du pré, que vous allez développer, mais en quoi c'est de la au départ de 1713, et en quoi est-ce que là, finalement, on est une illustration du génie militaire anglais dans le domaine naval et dans ses capacités justement à bien s'approprier cet esprit de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, à partir du moment, je remonte, je fais la généalogie, je déroule le fil entier de ce processus, hein. En 1453, quand les Anglais perdent la guerre de 100 ans, parce qu'ils l'ont réellement perdu, pour le coup, ils se retranchent sur leur île. Et là, il y a une guerre civile qui éclate entre eux. Enfin, au sein de la noblesse. Uniquement au sein de la noblesse anglaise, la guerre dite des Deux Roses, qui va opposer la maison de York et ses alliés à la maison de Lancastre et ses alliés. Bon, certaines pièces de Shakespeare portent là-dessus, hein, notamment les pièces Henri V et Henri VI, et Richard, j'oubliais. Alors, c'est une guerre civile qui est intéressante en ce que elle va opposer essentiellement une noblesse à une autre. Et la noblesse anglaise, la vieille noblesse féodale traditionnelle anglaise, certains historiens emploient un terme que moi j'aime bien, ils vont s'auto-génocider pendant cette guerre civile. Et en fait, c'est une guerre civile qui va très peu toucher les campagnes et les villes. Alors, bien sûr que quand une armée d'Alier de Rose passe dans un village et rafle tout, viole les filles, etc., le village, il souffre. Oui, d'accord. Mais globalement, c'est pas une guerre civile qui va dévaster tout le pays, toute la campagne anglaise, toutes les villes anglaises. Ça sont des populations qui, de fait, restent à l'écart et qui vont être relativement bien préservées de cette guerre civile. N'empêche que quand cette guerre civile se termine, ce sont des populations qui, de fait, se retrouvent numériquement et même politiquement grandies, ne serait-ce que par défaut. Et c'est là que les Anglais commencent à comprendre que leur position d'île est importante. Et il y a certains penseurs anglais qui vont même aller jusqu'à théoriser, alors ça va être un peu plus tard, quelques décennies plus tard, mais vous prenez un personnage que moi je trouve fascinant, un personnage qui est de la deuxième moitié du XVIe siècle pour le coup, donc à l'époque de la reine Élisabeth Ier et non de l'invincible Armada, un personnage fascinant qui était un certain John Dee, D-E-E. Il était l'astrologue personnel de la reine Élisabeth Ier. C'est lui qui lui tirait son horoscope tous les jours. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, et ça c'est quelque chose d'assez merveilleux pour la Renaissance, c'est que la séparation nette et l'exclusion nette entre, d'une part, la magie, le surnaturel, l'occultisme et la poésie, et d'autre part, la science, la raison avec un R majuscule, la rigueur, la technique et tout ça, elle n'était pas encore nette et ça s'interpénétrait. Et vous prenez à peu près tous les penseurs et même les auteurs de la Renaissance, pas uniquement en Angleterre, d'ailleurs dans toute l'Europe à l'époque, ils étaient un peu dans ces deux mondes à la fois. Ça ne les gênait pas du tout. Et la coupure nette et franche va intervenir au XVIIe siècle, au moment vraiment où l'État moderne est véritablement lancé dans toute l'Europe et plus rien pourra l'arrêter. Et là, la distinction va se faire avec la bénédiction des universités, qui du coup peuvent dégager un certain nombre de leurs membres, avec la bénédiction également de l'Église, du Vatican, mais les protestants vont faire la même chose de leur côté quand ils vont arriver. Au XVIIe siècle, il y a une coupure franche.
Au point qu'une philosophe comme Hannah Arendt, au XXe siècle, dira qu'il y a vraiment eu un appauvrissement, d'une certaine façon, de la beauté et un peu de la folie, ou dans le bon sens du terme, de la pensée de la Renaissance, avec cette purge, au sens quasiment stalinien du terme, qui se déroule au XVIIe siècle. Bon, et John Dee, il est à la fois mage personnel de la reine Élisabeth, il est astrologue, mais en même temps, il est astronome. À l'époque, c'est pas incompatible, on est les deux, hein. Alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez, je crois que c'est à la Tour de Londres, visiter son studio, enfin son repère de magicien. Et c'est très marrant parce que, moi j'ai vu des photos de l'intérieur, c'est tous les clichés qu'on a de nous tous dans la tête, et là je reviens au futur populaire, sur ce que c'est qu'un cabinet de magicien, hein, avec un hibou empaillé, un crocodile empaillé qui pend au mur, des boules de cristal, enfin tout ce folklore-là de ce qu'est un cabinet de magicien, en fait, vient du cabinet de John Dee. Mais en même temps, John Dee, et puis quand on voit John Dee avec une longue barbe comme ça en pointe, un long cafetan, quasiment avec des étoiles et des lunes, des quartiers de lune dessus, c'est quasiment ça, hein, tout y est. Même si, faut savoir, cette image du magicien habillé avec un manteau, avec des quartiers de lune et des étoiles, en fait, ça vient des prêtres de Mésopotamie. Ça vient de beaucoup plus loin. Bref. Mais John Dee, en même temps, c'est un penseur des espaces fluides, parce qu'il est le premier à théoriser l'emploi de la mer comme outil de puissance, déjà. Et là encore, ça n'a pas été pensé de façon parfaite par un cerveau génial, secret, tire les ficelles dans l'ombre. C'était aussi l'air du temps, puisque les marchands anglais avaient commencé déjà à profiter de deux atouts de l'Angleterre, dont l'Angleterre va profiter jusqu'au XVIIe siècle. C'est que l'Angleterre avait déjà des bons bateaux, des bons marchands, des bons marins, pour des petits trajets, hein. L'essentiel du commerce anglais, c'était soit avec les côtes de France, de la Bretagne à la mer du Nord, mais c'était surtout avec les Flandres. C'était en fait le passage sur une distance pas courte, parce que les Anglais étaient des gros producteurs de laine et que les Flandres étaient le principal centre d'usines de draperie d'Europe. Donc les Anglais fournissaient la matière première et les Flamands la transformaient. Donc il y avait un accord de fond, hein, comme disait Talleyrand. Les meilleures alliances sont celles qui sont bâties sur des arrière-pensées. Hein, ben là, effectivement, entre les Flamands et les Anglais, il y avait un accord de fond et d'intérêt bien compris. Mais les Anglais avaient aussi un accord depuis le XIVe siècle, parce que nous, en France, on sait assez peu, mais ils avaient un autre accord très important avec les Portugais. Alors, c'était d'abord pour mettre une épingle dans les reins d'une puissance atlantique qui déjà commençait à les emmerder un peu, que était l'Espagne, même si l'Espagne n'est pas encore la grande Espagne du siècle d'or, mais les Espagnols, en particulier les marins espagnols de la côte cantabrique sur l'Atlantique, c'est déjà une puissance de l'Atlantique Nord, hein, dès la fin du Moyen-Âge. Il ne faut pas voir l'Espagne uniquement en tant que puissance méditerranéenne, c'est aussi une puissance atlantique. Et même avant que l'Atlantique soit traversé, d'ailleurs. Et les Anglais ont un accord avec la monarchie, tout un tas d'accords très solides avec la monarchie portugaise, qui se manifestent notamment dans le commerce des vins de Porto. C'est les Anglais qui vont être les inventeurs marketing, si vous me permettez ces néologismes, des vins portugais, des vins de Porto, le plus tard de Madère. De même que c'est eux qui seront les inventeurs, ne serait-ce qu'à cause des possessions anglaises en Aquitaine et des vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux, c'est les Anglais qui les ont faits. Or, les Portugais, dès le XVe siècle, dès la fin du Moyen-Âge, et même dès la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire les années 1300 et tout ça, ils commencent déjà timidement à se lancer dans de l'exploration maritime en direction de l'Afrique, des côtes africaines. Alors, ils descendent pas mal le long de la côte d'Afrique occidentale, et au bout d'un moment, ils sont bloqués. Ils sont complètement bloqués parce qu'il y a des vents dominants et des courants qui les bloquent, les empêchent de descendre. Jusqu'au jour où ils vont comprendre qu'en fait, il faut d'abord traverser, il faut faire un détour, il faut faire un crochet à travers l'Atlantique, ce qui les amènera incidemment à découvrir le Brésil. C'est vraiment un coup de peau, quoi, pas prévu. Et ensuite, à partir de là, redescendre vers le cap de Bonne-Espérance et remonter vers l'Inde. Parce que leur but, c'était l'océan Indien, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils auront des possessions au Mozambique, à Oman, et dans toutes ces régions-là, hein, toutes les côtes de l'océan Indien.
Et ensuite, ils iront aussi jusqu'en Chine, Japon, Indonésie, Or, toute cette entreprise portugaise, elle va donner lieu aux premières cartes marines, qu'on appellera d'ailleurs les portulans. Bon. Et ben, ces premières cartes marines, ça va être un outil de navigation absolument extraordinaire. C'est déjà un outil non seulement de navigation, mais je dirais de renseignement naval. C'est du renseignement naval chimiquement pur, la carte marine. Et on conçoit que très longtemps, c'est secret. Et les Anglais vont profiter de ça. Et leur alliance avec les Portugais, ils ont un accès direct, beaucoup plus facile que beaucoup d'autres, pour cet outil formidable. Et puis, ils vont bénéficier aussi, mais ça, leur lien avec la Flandre et ce qui va devenir la Hollande va être un autre atout, c'est que les Hollandais, par leur navigation intense dans la mer du Nord, y compris loin en haute mer de la mer du Nord, ont développé tout un système, non seulement de voilure, mais de haubanage, des haubans et tout ça, des bateaux qui sont au XVIe et XVIIe siècle les meilleurs du monde. Et ça aussi, les Anglais vont en profiter. Donc, ils vont profiter de deux apports techniques fondamentaux, celui des Portugais et celui des Hollandais, pour tout ce qui est haubanage. Hein. Pas les coques, hein, tout ce qui est hauban, cordage, ce qu'on appellerait aussi l'accastillage aujourd'hui sur les bateaux. Bon, Oui, c'est que le bateau, à ce moment-là, devient facile d'habitation. On est le... absolument. Parce qu'à partir du moment où on commence à pouvoir s'aventurer en haute mer, ça veut dire qu'on on va pas faire relâche dans un port ou sur une plage tous les soirs. Ça veut dire que le bateau devient un lieu de vie. Et le bateau devient du coup un objet technique en lui-même, en soi, à l'intérieur duquel il faut imaginer les petits lutins qui manipulent les trucs, qui bougent les rouages et tout ça. C'est l'équipage. Mais c'est le bateau en soi. C'était pas le cas des bateaux d'un cyberarmada espagnol. Alors, l'armada espagnole, c'était une flotte complètement hybride. Parce qu'il y avait des bateaux qui étaient faits pour la navigation hauturière, des caravelles ou des dérivés de la caravelle en beaucoup plus gros, parce que la caravelle, c'est assez petit, mais des dérivés de la caravelle, parce qu'à l'époque, l'Espagne avait conquis le Portugal, hein, elle va garder le Portugal à l'intérieur du royaume d'Espagne pendant 80 ans. Mais il y a aussi des bateaux de la flotte méditerranéenne de l'Espagne, donc des galères, et puis des bateaux qui sont intermédiaires entre les deux, c'est-à-dire avec des bandes rameurs et des rames, donc près de l'eau. Donc dans une mer très formée comme l'Atlantique Nord, l'eau, elle s'engouffre par là. Hein. C'est pas du tout des bateaux faits. Et puis en plus, le haubanage et le système, c'est fait pour la Méditerranée, c'est-à-dire uniquement pour du vent arrière ou tout ça, et qui est beaucoup moins souple que les haubanages de type nordique qui vont se répandre à partir justement de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et puis en matière d'artillerie, ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols, quand il y a les affrontements en 1588 avec cette invincible armada et la flotte anglaise, je dis bien anglaise, hein, pas britannique, parce que je rappelle qu'à l'époque, l'Écosse est un royaume indépendant. Hein, n'oubliez pas, allié de la France, ce qui n'est pas rien. Les bateaux espagnols conduisent une bataille navale exactement comme on l'a conduit depuis l'Antiquité. C'est-à-dire la bataille navale dans l'Antiquité, c'est soit les bateaux non, justement, c'est les prendages qui s'éprônent, soit des bateaux qui se mettent bord à bord et il y a abordage. Mais l'abordage, c'est ce que c'est, avec le combat qui suit, c'est en fait une bataille terrestre. C'est un combat terrestre sur des ponts de bateaux, mais c'est un combat terrestre. Vous avez les fantassins qui se tapent dessus, qui s'entretuent, etc. Les Anglais, eux, cette notion d'abordage et de combat à l'antique, ils vont se dire non seulement c'est dépassé, c'est complètement dépassé, mais en plus, nous, on n'y a pas intérêt. Parce qu'on est une nation beaucoup plus petite, beaucoup moins peuplée et beaucoup plus faible que l'Espagne. L'Espagne, ils ont intérêt à aller à l'abordage. Veut pas. Donc, on va les maintenir à distance. Et cette idée de maintien à distance, d'ailleurs, va être la même idée faisant que les infanteries de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance vont comprendre que quand elles voudront affronter la puissance de choc frontal absolument phénoménale des chevaleries lourdes européennes, il va falloir qu'elles emploient des armes de mise à distance de l'adversaire. Soit des piques très longues, soit des arcs, des arbalètes, etc., etc. Parce que sinon, ils ne résistent pas. Le choc frontal de la chevalerie à l'époque, quand elle fait une charge en haie, rien ne peut y résister, hein, normalement. Et cette idée de mise à distance, tu aimes bien le combat rapproché, tu aimes bien le combat au corps à corps parce que tu es bien costaud, bâti, et tu sais que tu vas gagner, que c'est ton intérêt, ben justement, ton intérêt, moi, je vais te le dénier. Je ne vais pas te donner l'occasion de mettre en œuvre ton atout. Et eux, ils vont penser l'artillerie
à bord des bateaux de façon totalement différente. Ça paraît être un bête truc technique, mais c'est extrêmement important quand même. C'est-à-dire que les Espagnols, ils ont des canons sur leurs bateaux. Ils ont des canons, ils en ont même pas mal, et même des, fois des gros, très gros. Mais en fait, c'est des canons terrestres qui se sont contentés de mettre sur le bateau. Point. Et les canons terrestres de l'époque, vous savez, c'est ces canons à deux roues, deux énormes roues, et un affût terrestre, vous savez, qui descend vers le sol après le tube. Et les Anglais vont inventer l'affût d'artillerie, enfin de canon, pour la marine, c'est-à-dire, vous savez, ce qu'on va voir sur les bateaux jusqu'au 19e siècle. Hein. Vous avez vu dans, je pense que vous avez vu le film Master and Commander, par exemple. C'est un affût en bois beaucoup plus bas, avec 4 petits trous, et qui encaisse le recul à l'intérieur du bateau, mais qui en plus permet, avec ce recul, une fois que le canon a tiré, le canon est plus à l'intérieur et c'est beaucoup plus facile de le charger, parce que les canons se chargent par la bouche. C'est beaucoup plus facile de le charger. Et donc, il y a une souplesse d'emploi du canon à bord des navires anglais dont les Espagnols ne bénéficient pas. Vous surajoutez à ça le fait que les Anglais ont mis en place un service de renseignement très moderne, inspiré des Italiens. Ils ont mis un vrai service de renseignement en place. Ils sont au courant de beaucoup de choses, de l'arrivée de la flotte espagnole, etc. Là aussi, c'est renseignement et marine, c'est toujours, ça marche toujours main dans la main, hein, depuis très longtemps. Hein. Pendant encore au XXe siècle, il y a encore pas mal de services de renseignement de certains pays qui sont dirigés par des aviraux, même si c'est pas uniquement de renseignement naval. Mais ils vont mettre un service de renseignement en place, ils sont au courant, et alors ils vont jouer aussi sur le fait que les Espagnols ont des faiblesses gigantesques. Hein. Leurs bateaux ne sont pas faits pour la mer du Nord et la Manche et l'Atlantique Nord, comme les navires anglais le sont, etc., etc. Donc ça va être une catastrophe. Et l'invasion espagnole va se briser les dents. Heureusement pour les Anglais, d'ailleurs, parce que les historiens récents ont montré que si l'armada espagnole avait réussi à débarquer, vraisemblablement, les Espagnols auraient pu conquérir l'Angleterre. Et assez facilement, parce que ne serait-ce que pour une seule raison, c'est que, on le sait maintenant, la grande majorité de la paysannerie anglaise avait adopté la réforme anglicane parce qu'ils étaient obligés de se convertir à l'anglicanisme, sous Henri VIII, hein, donc quelques décennies avant. Mais au fond, la paysannerie anglaise n'avait jamais véritablement digéré l'anglicanisme. Appelaient ça la nouvelle religion, et pour eux, la vraie foi, au fond de leur esprit, c'était encore l'Église catholique. Ce qui n'était pas le cas des populations des villes, par contre. Les populations urbaines avaient y compris les petites gens hein, dans les villes, mais c'était vraiment... Eux avaient parfaitement intégré l'anglicanisme et haïssaient les catholiques, les papistes, comme ils disaient. Et alors, pour avancer un peu dans le temps, parce que le temps va me manquer malheureusement, mais 2 questions dans une, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur, pourquoi ce côté du traité il est fondamental, il est intéressant? Pourquoi est-ce que finalement peut-être l'Angleterre a été plus stratégique qu'en France? Bien sûr, non? Est-ce qu'au même moment, parce qu'après on a convaincu que le XVIIIe siècle qui s'ouvre et beaucoup ont parlé, là je parle de la France, hein, d'une période de 1713 à 1763 de 30 heureuse pour la France où, c'est quand même une très grande puissance commerciale, Oui. voilà, première puissance productrice de sucre et cetera et cetera. Est-ce que finalement, la France avait démontré du fait que même si elle a peut-être moins bien compris que l'Angleterre la maîtrise des esprits, est-ce qu'elle n'a pas finalement réussi à produire une autre modernité avec notamment, son Colbertis et cetera? Oui. Et je sais qu'outre Colbert aussi, il y a un personnage que vous citez souvent, qui est le maréchal de Vauban, que vous citez un peu comme un de nos grands héros des cieux. Donc dans un second temps, après peut-être du bec, est-ce que vous pouvez un peu me revenir? Alors, le traité d'Utrecht, 1713. Donc, on est 2 ans avant la mort de Louis XIV. Donc, c'est vraiment la fin de son règne. Le traité d'Utrecht parce qu'il est signé à Utrecht, hein, aux Pays-Bas, met fin à une guerre qui sera la dernière grande guerre de Louis XIV, qui est la guerre dite de succession d'Espagne, où Louis XIV va réussir à mettre un Bourbon, son petit-fils, sur le trône de Madrid. Donc, c'est la fin des Habsbourg d'Espagne et c'est l'arrivée des Bourbons d'Espagne qui sont toujours sur le trône chez eux d'ailleurs. Ça plaît pas à beaucoup de gens, etc. Bon, bref, il y a une guerre européenne, une vraie petite guerre mondiale hein, déjà, qui se produit. Et à la fin, quand on négocie les accords de paix à Utrecht, l'un des objets du marchandage, parce que c'était des diplomates très BCBG, mais les diplomates sont aussi capables
de vrais marchands de tapis quand ils négocient des accords. Les Anglais se tournent vers les Espagnols et disent, et alors, là, je vous la fais rapide, hein, je caricature, hein, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, se tournent vers les Espagnols et leur disent, bon, on a mis la main, là, de fait, pendant les hostilités, sur quasiment toutes vos possessions des Amériques, du Mexique à la Terre de Feu, quasiment. Ou même si on n'a pas débarqué de troupes, de toute façon, maintenant, on les tient, on entoure toute la région, on les tire. Or, vous autres Espagnols, vous savez très bien que nous, vos possessions des Amériques, on lorgne dessus depuis le XVIe siècle. La logique formelle voudrait qu'on profite de la situation pour s'emparer intégralement de vos colonies américaines. On met la main dessus et que voilà, ce sont à nous, on vous les enlève, c'est un butin de guerre. Eh ben non, on vous les laisse. C'est-à-dire qu'on vous laisse la possession de toutes vos terres aux Amériques, du Mexique, Colombie, Isthme de Panama, Argentine, Chili, tout ça. On vous les laisse, les Caraïbes, Cuba et tout, on vous les laisse. Et c'est toujours le drapeau espagnol qui va flotter sur ces terres. Il y aura des gouverneurs espagnols, des troupes espagnoles, etc. Ça va être à vous. Sous l'aspect le plus formel, on vous le laisse. Et il y a une condition, c'est que tout le commerce qui va vers ces colonies ou qui en revient, c'est nous qui le contrôlons. Ça, c'est une pensée stratégique des espaces free. C'est nous qui le contrôlons. Une fois, j'avais essayé d'expliquer ça à un copain qui était d'origine rurale. J'essayais de m'expliquer ça et il ne comprenait pas et tout. Je lui dis, bah, écoute, toi, tu penses tu penses la puissance en termes archaïques, c'est-à-dire de colonisation à la romaine, c'est-à-dire de colonisation en termes de mètres carrés, de kilomètres carrés. Accumulation de cailloux. Voilà, accumulation de cailloux, ou même de bonne terre d'ailleurs, même quand c'est de la bonne terre bien grasse et fertile. Mais toi, tu possèdes un champ de 5 hectares. Moi, je possède un champ de 2 hectares. Normalement, c'est toi le plus puissant. Sauf que imagine que c'est moi qui dirige la coopérative qui achète les produits de ton champ. C'est moi qui tiens les stations-service, qui approvisionne des tracteurs en essence, etc., etc. C'est moi qui te tiens, en fait, par le nez. Lequel de nous deux est plus fort? Toi, qui as 5 hectares, ou moi, qui en ai que 2? C'est qui le plus fort? C'est qui le plus puissant? Voilà, ça, c'est de la pensée des espaces fluides via le réseau, et pas y penser de la colonisation de type romain, donc une colonisation de type agraire et donc archaïque, telle que beaucoup de pays vont continuer à la faire. À commencer par la France, d'ailleurs. La France se lancera dans une entreprise coloniale. Alors, il y aurait des choses, il y aurait là encore un exposé entier à dire sur l'histoire du colonialisme français, que par ailleurs, dont je prends par ailleurs la défense dans d'autres occasions. Hein. Mais en même temps, il est beaucoup plus archaïque. Il pense la puissance en termes de je possède des milliers de kilomètres carrés. C'est essentiellement de la richesse de type agraire ou éventuellement milliers que je possède. Je ne pense pas le réseau. Et effectivement, les Français du XVIIe siècle, surtout au XVIIIe, vont avoir de fait, pour gérer leurs différentes colonies qu'ils possèdent déjà, les Français vont déjà avoir un réseau tout à fait puissant et tout à fait, et à bien des égards, même quelquefois mieux organisé et mieux agencé que celui des Anglais, enfin des Britanniques au XVIIIe siècle, on peut dire les Britanniques. Parce que ça, techniquement, on n'est pas plus bête que les autres. Hein. On est même souvent beaucoup plus malin et on fait mieux les choses que les autres, mais la pensée séminale, théorique, abstraite de notre empire colonial n'est pas pensée à partir du réseau. On a les outils techniques. On pense le réseau comme un outil technique, ce qu'il est d'ailleurs, mais ce n'est pas le point de départ. Et on a un réseau qui est très bon, de qualité, avec des systèmes de liens avec des représentants des firmes ou de l'État, etc., qui sont en rapport continu entre les îles à sucre aux Caraïbes, par exemple, et les comptoirs français sur la côte africaine, par exemple, hein, mais qui sont vachement bien organisés. J'avais un élève qui avait fait une thèse là-dessus il y a des années, mais c'est pas pensé à partir de ça. C'est ça un peu le problème français. De même que Je trouve qu'il y a assez bien les tentatives de réforme par des personnages comme Colbert ou comme Vauban. alors, Colbert a fait énormément de choses. Vauban a fait énormément de choses. De toute façon, moi, je pense qu'il faut réhabiliter Vauban. Je pense que c'est l'un des plus grands penseurs stratégiques de l'histoire de France. Rapidement, pour quelle raison? Parce qu'il a une vision globale. On croit que Vauban, c'est un mec qui dessine des forteresses et qui est un bon ingénieur du génie.
C'est beaucoup plus que ça, Vaugban. C'est beaucoup plus que ça. C'est un homme parce qu'il est obligé de penser un réseau de forteresses tout autour des frontières du royaume, et non seulement les frontières terrestres, mais également les frontières maritimes. C'est un homme qui va comprendre que construire des forteresses, ça coûte de l'argent. Ça implique également d'avoir des mines, ne serait-ce que de granit et de choses pour construire les murailles. Ça implique d'avoir des sous. Ça implique de nourrir les ouvriers qui construisent. Ça implique d'avoir des garnisons permanentes, tant qu'il faut les nourrir, les habiller, les armer et les entretenir, etc., etc. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est toute l'économie qui est imbriquée dans ce projet militaire et stratégique. C'est toute l'économie. Et effectivement, même l'économie, pas forcément l'économie côtière, hein. Dès le XVIIIe siècle, la grande fabrique d'encre de marine pour la marine française, elle va être dans la Nièvre, aujourd'hui la Nièvre, c'est-à-dire en plein centre de la France. Vous voyez, c'est pas forcément strictement côtier. Choisy, c'est un grand fondateur politique. Et c'est un grand réformateur politique parce qu'il prône effectivement pour avoir les capitaux nécessaires à ces entreprises, pour construire des fortifications, pour construire des flottes, etc., etc. Il faut non seulement énormément de capitaux, dont le royaume, qui est pourtant le plus riche d'Europe à l'époque, ne dispose pas. Il faut également beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes talentueux. Et les hommes talentueux, c'est pas forcément des hommes qui ont un nom en particulier. Donc, Vauban propose de mettre en œuvre des réformes économiques et financières, voire fiscales même, énormes. Il propose que le clergé et la noblesse soient également touchés par les impôts. Et c'est un monarchiste, hein, Vauban, hein, c'est pas un agent communiste, hein. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est un homme qui pense en termes de rentabilité économique et d'efficacité. Et puis il pense aussi qu'il faut ouvrir des personnes de talent, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'officiers, etc., etc. Alors on va le suivre un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement les écoles d'officiers de l'artillerie et du génie, c'est-à-dire ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les armes savantes, vont être ouvertes à des gens qui sont d'origine roturière, mais la cavalerie et l'infanterie, qui sont les armes nobles, armes de mêlée, vont continuer à être réservées à la noblesse. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si, au début de la Révolution française, eh ben, quasiment tous les régiments d'artillerie et du génie vont passer à la Révolution, mais de façon quasi comme ça. Toujours est-il que moi, je pense aussi que si Louis XIV avait eu le courage, parce que à ce niveau-là, c'est vraiment du courage qu'il lui aurait fallu, parce que sinon, il se serait... Enfin bon, je ne le mets pas en accusation, parce que il se serait heurté à une vraie guerre civile. Mais de faire taire la noblesse, véritablement, et de lui imposer de telles réformes, la noblesse et le clergé. Vous voulez que l'Église aussi participe, mette au pot commun. Si les réformes de Vauban avaient été mises en œuvre, c'est très simple. Moi, je suis prêt à prendre le pari, ça ne veut rien dire, puisque de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et on ne revient pas en arrière. Mais la France se serait épargnée la Révolution française. Ça, j'en suis persuadé. Parce que moi, je pense que la Révolution française, c'est à la fois quelque chose qui a apporté énormément de choses, mais c'est également un traumatisme terrible, hein, en France. Comme toute révolution. Faut se dire une chose, c'est qu'une révolution, c'est une guerre civile. Et une guerre civile, c'est une guerre à l'intérieur d'un pays, avec des fractures mentales, intellectuelles, sociales, politiques, etc., gigantesques, des massacres de part et d'autre, hein. Pour moi, les massacres des paysans de Vendée, par exemple, ça fait partie des grands. Et l'insurrection vendéenne, c'est une insurrection qui s'ajoute à la longue liste des grandes insurrections populaires qu'il y a en Europe occidentale depuis le Moyen-Âge, y compris la jacquerie et tout ça, parce que la révolte des paysans de Vendée, c'est pas les nobles vendéens qui l'ont provoquée. Les nobles vendéens l'ont créé en corruption. Jean Chevauché sont montés dans le train pour route. Mais au départ, c'est une révolte véritablement paysanne. De même que la commune de... Alors effectivement, maintenant, la droite a récupéré la Vendée, de même que la gauche a récupéré la commune de Bari. Oui, d'accord, je veux bien, ils récupèrent ce qu'ils veulent, après tout, ça les regarde. Mais moi, en tant qu'historien, je dis que pour moi, c'est de même nature. C'est vraiment des révoltes populaires. C'est une vieille tradition indo-européenne, d'ailleurs, d'avoir des peuples qui s'insurgent. Parce que n'ont pas beaucoup d'ères civilisationnelles, où très souvent les peuples sont des quasi-esclaves et n'ont qu'une seule obligation, c'est de bosser, de mourir et fermer leur gueule. Dans le monde indo-européen, tel qu'il se définit à l'âge de cuivre, c'est-à-dire au sortir du néolithique dans les steppes de Sampra, avant de déferler sur l'Europe, il y a une tradition qu'on peut repérer déjà dans leur mythologie européenne,
Ce sont des mythologies indo-européennes, germaniques, celtiques, romaines, grecques, tout ce qu'on veut, slaves. Ce sont des mythologies où on voit régulièrement des mortels faire des bras d'honneur aux dieux. Alors c'est souvent dans le cadre de sagas ou de contes un petit peu rigolos, où on voit Odin ou Thor se faire rouler dans la farine par des mortels facétieux. Quelquefois, ils le payent cher d'ailleurs. Mais bon, ils ont essayé de le faire. Mais ils sont pas a priori prosternés devant les immortels, devant les dieux. Et effectivement, on retrouve maintenant, quand on fait des fouilles archéologiques, j'avais suivi un chantier de fouilles en Irlande quelques années, on avait trouvé effectivement des tonnes de rois qui sont immolés. Alors, ils sont dans leur tombe avec leurs armes d'apparat, leurs bijoux, tout ce qu'on veut. Et on voit aux traces sur le crâne que le roi a été comme ça. Effectivement, c'est un meurtre rituel. Et on a fait le mien, effectivement, c'est qu'il y a eu des mauvaises récoltes parce qu'il y a eu mauvais temps. Le malheureux roi, il est pour rien. Mais c'est lui qui paye. Il est roi, donc c'est toi le responsable. Bon, ça c'est un sujet passionnant, il va falloir qu'on termine le parce que le temps nous manque. Donc, est-ce que juste rapidement, ou alors parce que c'est pas juste un dernier tel que je peux évoquer très rapidement, c'est deux choses, et après que j'aurais terminé, c'est qu'on répondre rapidement sur ces deux aspects. La première, c'est une citation que je citais de Darami, de Nexus, qui parle, on parle beaucoup comme espace libre très actuel du numérique, de l'intelligence artificielle, qui lui, il évoque en termes de réseau, lui, il parle d'un réseau d'information qui serait peut-être le premier qui à dominer par l'être humain, mais potentiellement qui dominerait l'être humain. Enfin, c'est un peu pour les fantasmes qu'on entend beaucoup. Je voudrais juste savoir rapidement parce qu'on va terminer là-dessus. Oui. Est-ce que juste aussi pour conclure aussi, rien à voir, mais est-ce que vous pourriez citer, peut-être comme vous dites souvent, l'historien n'étudie pas le passé, il étudie le présent, est-ce que vous pourriez citer quelques ouvrages? La question, parce qu'on revient du coup, avec cette question-là, à la question du rapport entre les espaces fluides et les réseaux. Je reprends, je vous disais que le réseau n'est à la base pas intrinsèquement, ontologiquement lié aux espaces fluides. Il y a des réseaux terrestres. Les réseaux de chemin de fer sont des réseaux terrestres, etc., etc. Des réseaux d'amitié, des réseaux d'espionnage, des réseaux informels comme ça. Bon. Mais on sait très bien qu'on peut vivre sur les espaces solides en se passant de réseaux, quels qu'ils soient. On peut. Alors, on ne va pas aller bien loin, on ne va pas être très riche, on ne va pas être flamboyant, etc., etc. Mais on vit sans réseau. Dès que vous vous aventurez sur les espaces fluides ou dans les espaces fluides, le réseau est indispensable. Vous en avez besoin. Ne serait-ce que parce qu'il y a un réseau que je n'ai pas encore cité, mais qui vous permet de créer à volonté, et je dirais de façon quasi magique, en le créant comme ça, de vous créer des lieux, c'est les maths. Les mathématiques sont un réseau, d'ailleurs, de même que le langage, quel que soit le langage, est un réseau. De même qu'un être humain, avec son individualité, c'est un lieu. C'est un lieu qui bouge, mais c'est un lieu. Vous vous aventurez sur les espaces fluides, vous avez besoin des mathématiques, parce que les mathématiques peuvent vous aider à créer comme ça tout de suite un lieu. Ce lieu, c'est les coordonnées. Et ça, que vous soyez marin ou aviateur, vous en avez besoin de la même façon. Et c'est là que tout ce qui est coordonnées, qui est déjà l'embryon de ce qu'on appelle la numérisation, créer des coordonnées 17 degrés 8 de latitude nord, etc. C'est déjà de la numérisation. C'est déjà le règne de ce que Philippe Forget appelle le règne du compute, qui est lié au règne de la technique de toute façon. Et effectivement, les maths sont nécessaires. C'est une nécessité absolue. Même par exemple, des officiers d'armée de terre peuvent, théoriquement, tirer un tir d'artillerie sans coordonnées précises. Bon, il y a de fortes chances pour que leur revue tombe à 10 km à côté, mais on peut le faire en mer ou dans les airs. On a besoin impérativement, c'est un impératif catégorique, dirait Kant, de coordonnées. Vous êtes tireur. Non, je voudrais pas arranger le propos, donc surtout, couplez-moi, dites-moi, pour toi, c'est l'heure d'y aller, mais c'était toi. Et je trouvais hyper passionnant votre question à maîtriser des espaces perboches, les flux, pouvoir y contrôler. Pour la position, je pense qu'il est utile aux terriens que vous êtes, avant de vous commencer, que vous compreniez bien les difficultés techniques connues les marins pour employer les mers afin d'apporter le contrôle ou le transport des flux. Et ce n'est pas la position n'est pas fondamentale. Par exemple, on avait ça à carte d'étage, naviguer à pied au vu de la côte, ce qui est le commun des mercader pendant très longtemps, parce qu'on faisait en Méditerranée toutes les côtes.
Les galères que vous citiez, par exemple, n'avaient pas la capacité de tenir en mer. Vous visiez les relâches tous les soirs. On drosser les bâtiments sur À la côte. à la côte, tout à fait, pour s'avitailler en eau particulier, mais il y a évidemment trop d'âme dessus. Bon, en effet, les mathématiques, comme vous le dites, permettent, comme vous le disiez, permettent de se positionner grâce aux astres mathématiques. Ça doit arabe, parce que aux occidentaux, vous le suggériez, de se positionner en latitude, c'est-à-dire en position, enfin encore là, il se nord sud. Mais l'apogée majoritaire, C'est la longissime. c'est la longitude. Et Ça va être réglé seulement au 18e siècle. exactement. Pas ça. Quel est le, en fait, pour savoir sa position est-ouest et donc calculer C'est le pas. c'est le temps. Et la mesure du temps, on a tous une tocante. Vous voyez, presque tous, seulement en TF1. Cette mesure du temps, elle est très difficile à estimer. C'est ce qui vous impose ne pas vous éloigner de la côte. Et vous en venir, ne pas vous éloigner de la côte, sinon vous vous perdez. C'est comme ça, une associée avec les Portugais. Alors, coup de chance, c'est pas une innovation, c'est une seule innovation que sont le gouvernail, la boussole, ils ont le comptable en langage maroc, la mesure des astres, l'autan, puis le sextant, sont parfumés Et l'horloge. est en horloge. Donc, clepsydre-là, la tour, puis l'horloge mécanique, etc., et ça permettent de s'aventurer au-delà des terres. Le centre des études stratégiques de la marine, qui est 6 en CE, d'abord, en direction nord entre 200 mètres. Il publie de belles ouvrages qui s'appellent Histoire de l'humanité à travers un point de vue maritime. Et donc, je pense que c'est fondamentalement lié au sujet de notre conférence, et qui dit qu'en fait, effectivement, le centre du monde a longtemps été la Méditerranée, qui s'est déplacé vers l'Atlantique, aujourd'hui c'est l'Indo-Pacifique. Il a été permis par ces découvertes d'Ascot de Havane et Castor-Auguste, basées par cas de ce que vous avez décrit, des alizés qui portent au large. Et on ose aller au large parce qu'on peut connaître une position en mort, qui permet, qu'est-ce qui pousse les Portugais en premier lieu, cette péninsule, l'Europe, cette péninsule boum, l'Eurasie, là, ce truc qui est pas plus beau que le Siam au bout de côté, qu'est-ce qui fait que nous, petits occidentaux, décalés dans le monde, vont chercher ailleurs que la Méditerranée qui est le centre du monde. Et quel est le fait, qu'est-ce qui nous fait aller sur la mer? Et de là, vous découlez, après Portugal, c'est l'Espagne, après l'Espagne, c'est les Pays-Bas, les Néerlandais, Pays-Bas espagnols, par exemple, et puis Angleterre, peut-être la France, aujourd'hui les États-Unis, etc. Qu'est-ce qui nous pousse à aller à la mer? Bon, mer, c'est dangereux, vous disiez, on y meurt, il y a des monstres marins, les femmes sont pas les bienvenues, etc. On sait maintenant que, par exemple, les grandes traversées Qu'est-ce qui nous pousse? vikings du haut Moyen-Âge, soit les traversées qui allaient même seulement entre guillemets, en Islande, c'est déjà une crotte, hein, ou au Groenland et à fortiori, il y avait environ 30 ou 40% de pertes. Alors, oui, mais pas exactement. Pythéas, 3e siècle avant Jésus-Christ, contemporain de Étienne Bonbon, qui fait des Messias, Marcelo, puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent jusqu'à, elles ne en font pas, et ensuite tuer. Donc, tu tues les magnifiques. On pense que Pythéas est allé jusqu'en Islande pour voir ce que cherchaient les origines, sans doute, de ce matériau particulier, quand unissent à l'ample, c'est précieux, mais c'est surtout ce qui venait du Rhône de Luc, qui est contrôlé par les Celtes, qui est du premier espace fluide qu'ils ont trouvé, c'était cette matière, non, ce qui sert à faire avec le cuivre, l'étain, c'est bon. Bah, c'est l'étain. C'est l'étain qui venait essentiellement d'Angleterre. Oui, c'est ça. Comment vient cet étain pour l'âge de bronze? Méditerranée. Il faut dans ces espaces fluides, ça ne se transporte que de façon maritime. On le transporte pas de charge lourde par la terre. On ne se rend pas des cieux. Mon avis est que les Portugais sont allés chercher, contourner la superpuissance du moment. C'est Les Ottomans. les Ottomans. Non, c'est eux. Et Mahométan, comme on disait à ce moment-là, c'est la cassure entre la liaison de l'Extrême-Orient d'Alexandre le Grand et le monde occidental qu'il faut contourner. Et c'est là-dessus qu'on tourne. Et du coup, les Portugais ne sont pas allés chercher l'océan Indien pour y trouver des ressources, mais bien contourner un ennemi qui les empêchait de passer. Oui, parce que les débouchés des routes de la soie aboutissaient dans l'empire du Grand-Duc. Pensée stratégique contournement. Qui amène aujourd'hui le centre du monde s'est déplacé en pas d'Indo-Pacifique, espace là-bas. Et donc, les grands penseurs, et justement là-dessus, je suis désolé de nous l'oublier, les grands penseurs des contemporains de cette chose, c'est évidemment un Américain, s'appelle Alfred. Ah, oui. Un Britannique, du succès qui est contemporain, s'appelle Julian. Oui, mais il y a d'autres penseurs aussi, non militaires. Et un Français, Castex, oui, qui était le directeur. Mais tout ça, bien sûr, mais tout ça sont les penseurs militaires. Et vous avez raison, ils comptent. Mais il y a aussi des penseurs civils qui pensent à ça. J'ai cité John Dee tout à l'heure, c'est parce qu'il y a aussi une rencontre, et c'est ça qui est grandiose,
pourquoi les Occidentaux ont inventé la science de la balistique, alors que les Chinois connaissaient la poudre, et pas uniquement pour faire des feux d'artifice, comme on l'a écrit trop souvent. Ils avaient de l'artillerie, ils se servaient de l'artillerie, ils avaient de bons canons et tout ça. Ils n'avaient pas inventé la science de la balistique. Ils avaient de bons artisans qui fabriquaient de bons canons, des forgerons, des menuisiers, etc. Parce qu'en Occident, il y a eu cette rencontre de fait entre les artisans, ceux qui, avec leurs mains, travaillent la matière, et les intellectuels, les savants de la Renaissance qui, à l'époque, quand on est savant, on est à la fois poète, philosophe, astronome, etc. Tout à la fois. Hein, il n'y a pas encore les haines et les coupures qu'il y a dans le monde de la connaissance aujourd'hui. Ils se sont rencontrés et les artisans et les mathématiciens intellectuels, etc., ont bossé ensemble et les uns ont apporté leur savoir de la matière et les autres ont apporté leur savoir des mathématiques. Et qu'on a commencé à inventer une nouvelle discipline mathématique qui s'appelle la balistique. Il y a eu cette rencontre. Et chez les Chinois, il n'y a pas eu cette rencontre. Chez la plupart des autres peuples, il n'y a pas eu cette rencontre. Chez nous, elle a existé, cette rencontre. Et là, ça me ramène, désolé, mais ça me ramène encore à ces Indo-Européens dont je parlais tout à l'heure. Les Indo-Européens, quelque part, le fatum et les diktats, les oukases des dieux, dans la mythologie européenne, il y a une idée, il y a un délire, une espèce de pulsion indo-européenne qui est d'aller vers l'inconnu, de ployer la nature devant soi, de prendre des risques, etc., etc. Il y a tout ça que beaucoup de peuples, d'autres peuples n'ont jamais eu. Dans le monde arabe, ils ont eu de grands philosophes. Essentiellement, c'est les philosophes grecs. Mais encore aujourd'hui, vous discutez avec un intellectuel du Moyen-Orient, il connaît les grands philosophes grecs et romains. Vous lui parlez de Spinoza, de Montaigne, a fortiori de Kant, Hegel ou tout ça, il ne connaît pas. Toute l'arrivée de la philosophie de la Renaissance, la philosophie laïque de la Renaissance, c'est niette. On ne connaît pas. C'est de la merde. Il n'y a que les Grecs. Ça s'arrête avec les Grecs. Et après, on s'étonne que le monde musulman soit dans la merde. Et de façon profonde en plus. Profonde, parce que c'est quelque chose de grave. Il y a une sorte de provincialisme et d'étroitesse de vue qui les a empêchés de comprendre et de prendre en route le train de la modernité. Bon, tant pis pour eux. Il va falloir qu'on conclue. Ok, pardon. J'aurais pu parler de l'irruption de la couleur bleue en Occident, qui est la couleur des espaces fluides. Qui se développe à la Renaissance avec les tableaux de la Vierge Marie. Qui se développe à la fin du Moyen-Âge. Ouais. Les représentations de la Vierge Marie au Moyen-Âge sont systématiquement ce qu'on appelle des Vierges noires. À partir du XIIIe siècle, et ça l'historien des couleurs français Michel Pastoureau l'a bien montré, elle est en bleu. Il y a l'irruption du bleu qui est une couleur par exemple qu'on ne connaît pas dans l'Antiquité et au Moyen-Âge très peu. Dans les enluminures médiévales à partir du XVe siècle, on représente pour la première fois le ciel bleu, alors qu'avant c'est pas le cas. Ce bleu, là encore, il n'y a pas eu de complot, c'est le Zeitgeist, c'est-à-dire que le temps, l'époque est aux espaces fluides.
Voilà. Oui, merci, on peut applaudir. Et je tiens juste à dire que comme le temps nous manque, je sais que si jamais il y a des questions, on a potentiellement prévu d'aller se réunir pour manger ou boire un coup, etc. Si jamais il y a des gens qui veulent profiter là sur le chemin de la sortie pour aller discuter avec Monsieur Henninger, si ça dérange pas. Hein, mais, voilà, c'est peut-être le plus l'occasion, comme j'ai l'impression qu'il y a des questions, mais voilà. Comme, Mais en tout cas, comme disait Jean Gabin, si je permets, je préconise. oui, voilà, très bien. Mais merci beaucoup. En tout cas. Bon.